Là, je suis désolé, mais il faut bien que je le présente. Merci à la librairie voilà. cet accueil. C'est pour ça que je suis ici, parce qu'il aurait pu faire sa conférence hier. Je suis désolé. Oui, donc merci à la librairie Prévert et merci à vous tous d'être là. Déjà l'année dernière, le débat avait été très riche. Donc ce livre, pour expliciter un peu la démarche, c'est pas forcément à rebours des ouvrages de recherche qui existent, c'est davantage à rebours des ouvrages qui ne sont de non-recherche, si je pourrais dire. C'est-à-dire tous ces quick-books, tous ces éditorialistes qu'on entend souvent à la radio, qui sont un peu spécialistes de tout, qui nous parlent de l'islam politique, de l'islamisme, puis après pour switcher sur la Russie, puisqu'il y a une actualité russe, et ensuite pour parler de l'Afrique, puisqu'il y a une actualité en Afrique. C'est tout ce brouillard un peu qu'on voit se dessiner sur ces questions d'islam politique, de processus révolutionnaire arabe qui sont un peu tissés en fait. Ce brouillard qui est là et qui est un peu abétissant depuis tant d'années. Disons que pour un reporter comme Moyen-Orient comme moi, c'était important au bout d'un moment d'essayer de le dissiper. Et quand vient cet ouvrage, donc l'idée de cet ouvrage est née fin 2012, début 2013, au moment où en Égypte, le président de l'époque, Mohamed Morsi, publie une déclaration constitutionnelle dans laquelle il se place au-dessus des lois. Et donc à ce moment-là, on voit très bien qu'il va y avoir un peu un souci avec le pouvoir des frères musulmans en Égypte, qui est un pouvoir qui n'a certes pas remis en cause en soi les libertés publiques, beaucoup moins que l'armée en tout cas, qui avant de lui céder le pouvoir avait géré la transition entre le printemps 2011 et la révolution égyptienne, puis ensuite les élections qui étaient venues au printemps 2012 et à l'été 2012 pour l'élection de M. Morsi à la présidence de la République égyptienne. Donc il y a ce moment difficile en Égypte où le fait que le président Morsi, pour casser un petit peu les institutions militaires, se place au-dessus de la loi, et déjà des commentaires ici, en Égypte, un peu partout, fleurissent pour dire attention, c'est le pouvoir de l'islamisme qui commence à se faire jour, etc. Alors qu'il n'était pas du tout question de ça à l'époque. Il était question d'un processus révolutionnaire en cours, d'une lutte du pouvoir actuel, à la fin de l'année 2012, au début de l'année 2013, contre un autre pouvoir, le pouvoir militaire en Égypte, dont on voit aujourd'hui ce qu'il a donné, c'est-à-dire depuis le coup d'État de l'année 2013, plusieurs dizaines de milliers de prisonniers politiques, des arrestations. On pourra en reparler si vous le souhaitez. Donc à ce moment-là, il y a déjà une grande confusion qui est là, on a du mal à éclairer les événements de ce qui se passe, et je me dis, ce serait intéressant de faire un grand entretien sur Mediapart avec quelqu'un qui aurait écrit un livre en fait, sur les différentes dynamiques des frères musulmans, un peu partout dans le monde, pour montrer à quel point ils sont différents. En Tunisie, au Yémen, en Égypte, en Syrie, dans tous ces pays-là, en Irak. Beaucoup de partis en fait, sont issus des frères musulmans, on pourra en reparler éventuellement, et ils sont dans des dynamiques complètement contradictoires, y compris dans leur façon de voir le pouvoir. En Égypte, ils se sont fait élire, ils ont pris la tête du pays, le président, la tête de l'Assemblée, voilà. C'est pas du tout le cas au Yémen. Au Yémen, vous avez une organisation issue des frères musulmans, qui s'appelle Al-Islah, qui a choisi justement de jamais proposer de Premier ministre, de toujours peut-être avoir un ou deux ministères suivant les périodes post-révolution, c'est-à-dire post-2011, mais jamais d'être comme ça l'unique détenteur du pouvoir. C'était une stratégie complètement différente. C'est évidemment différent des frères musulmans syriens qui ont été exclus pendant 30 ans du pays, qui ont rouvert un bureau des frères musulmans en 2013. C'est évidemment différent d'Ennahda, qui a géré donc, le parti après avoir gagné les élections et qui a choisi lui-même de quitter le pouvoir au début de l'année 2014 après le vote de la constitution tunisienne. Donc on voit bien toutes ces dynamiques qui étaient différentes. Et quand j'ai l'idée de faire cet entretien début 2013, je ne trouve pas en fait d'ouvrage qui réunit un peu toutes ces différentes dynamiques au moment même où finalement on en a vraiment besoin, puisque après pendant tout le phénomène du processus des différentes révolutions arabes, énormément de questions sont soulevées, énormément de questions sont posées, et ce courant, si on peut parler de courant, en tout cas ces partis issus des frères musulmans occupent le devant de la scène dans beaucoup de pays. Donc je m'adresse en fait à une série de chercheurs dont j'aime beaucoup les travaux et que je cite régulièrement dans Mediapart, donc tous des chercheurs arabisants entre 30 et 40 ans, très proches de leur terrain. L'intérêt c'est pas simplement d'avoir des gens jeunes en âge, l'intérêt c'est d'avoir des gens qui sont proches de leur thèse, donc de leur terrain de thèse, comme Marie-Hélène Hetzel qui a fait sa thèse sur les frères musulmans en Égypte entre 2011
2005 et 2010, et qui donc sait de quoi elle parle, puisqu'elle vient en fait de finir sa thèse, et elle est toujours dans ces travaux-là. Donc j'essaie de réunir comme ça une série d'auteurs, 13 auteurs en tout. Moi-même, je m'attelle à la tâche de faire la partie sur la Tunisie, et je coécris la partie sur les rapports entre les salafistes, piétistes et djihadistes et les frères musulmans. Comment est-ce qu'ils voient les frères musulmans, et pour bien montrer un peu la différenciation qu'il y a entre différents courants, salafistes, piétistes, salafistes, djihadistes et les frères musulmans. Donc ce livre, en fait, est le fruit de cette réflexion-là, de cet entretien que je n'ai pas pu mener, et de cet entretien que finalement je déclinais en 14 chapitres, 11 chapitres sur chacun des pays, des études de cas, comme vous l'avez dit, sur chacun des pays, Maroc, Algérie, enfin voilà, 11 pays, plus 3 transversales pour montrer un petit peu toutes les dynamiques contradictoires qui sont en ce moment en cours dans tout le Maghreb et le Moyen-Orient. Il y a par exemple une analyse du modèle turc à l'aune du printemps arabe, puisque les Turcs ont essayé de s'appuyer un petit peu sur les différents partis issus des frères musulmans pour asseoir leur modèle, pour asseoir une certaine idée d'une nouvelle type de diplomatie. Ils ont échoué, c'est une des questions qu'on pourrait aborder, qui est abordée dans le livre. Il y a aussi, donc on en a parlé, la question des dynamiques salafistes, quiétistes, salafistes, djihadistes face aux frères musulmans, qui est aussi là très complexe, puisqu'on se rend compte que même dans des pays comme l'Égypte par exemple, tous les salafistes qu'on dit quiétistes, donc politiques, n'ont pas forcément eu le même regard vis-à-vis des frères musulmans. Certains ont soutenu le pouvoir des frères musulmans, d'autres au contraire se sont appuyés sur l'armée pour critiquer, même justifier les tueries de l'armée à l'été 2013 contre les frères musulmans. Je rappelle notamment le massacre au Caire, qu'on appelle dans un quartier du Caire qui s'appelle Arlia, où 500 personnes au moins, des femmes, des enfants, ont été tuées par les militaires et massacrés simplement pour avoir manifesté. Donc voilà, c'est extrêmement complexe. Donc il y a un chapitre aussi là-dessus sur la question des salafistes quiétistes et des salafistes djihadistes, le regard qu'ils portent sur les frères musulmans. Une troisième transversale, je m'y perds un peu, parce que voilà, il y en a beaucoup. Oui, la question américaine, qui est extrêmement intéressante, puisqu'on voit en fait, la question américaine, elle permet, quand on regarde bien la lecture qu'on est faite par le département d'État et les actions qui sont entreprises par l'administration Obama, on voit bien à quel point les États-Unis non seulement n'ont rien organisé du tout, comme on entend parfois dans les théories du complot, mais au contraire sont toujours courus après l'actualité. C'est-à-dire que même, ils n'avaient pas du tout prévu que les frères musulmans allaient arriver au pouvoir, ils n'avaient pas du tout prévu non plus que le futur président de l'Égypte, Abdel Fattah Sisi, donc le maréchal Sisi, allait se permettre une telle répression et se permettre un coup d'État comme ça. Il faut quand même se souvenir que l'ambassadrice américaine, Peterson, dans les derniers moments de la présidence Morsi, essayait d'alerter comme ça son administration, et qu'elle n'était pas entendue. Les gens du département d'État et de l'administration Obama n'y croyaient pas du tout, et ils ont été complètement trompés. C'est-à-dire qu'ils se sont complètement ridiculisés, même puisque après avoir soutenu l'Égypte de Moubarak pendant tant d'années, après avoir ensuite soutenu le président Mohamed Morsi, ils ont aujourd'hui soutenu le président Sisi contre toute logique de politique étrangère, se contredisant d'une semaine à l'autre. C'est très intéressant, et donc ça fait l'objet d'une troisième transversale. Tout ça pour vous dire que ce livre, en fait, essaye d'expliquer que même si on peut regrouper une série de parties sous l'étiquette frères musulmans, puisque tous viennent de ce courant qui a été créé par Hassan al-Banna, un instituteur, en 1928, et que cette idée, en fait, de créer les frères musulmans, c'est-à-dire revenir un petit peu aux origines de l'islam en disant aujourd'hui, si nous sommes colonisés, c'est que nous sommes trop éloignés de l'islam. C'est d'ailleurs pas une idée d'Hassan al-Banna, c'est une idée qui est apparue en fait à la fin du XIXe siècle. Donc cette idée qui a un peu présidé à la création des frères musulmans et qui a été tellement séduisante pour beaucoup de pays colonisés du Maghreb et du Moyen-Orient qu'elle a essaimé comme ça dans divers pays. Même si effectivement ces partis se sont créés au début du siècle dernier, dans les années 30, 40, 50, aujourd'hui sont dans des dynamiques qui sont extrêmement complexes, qui sont des dynamiques d'abord nationalistes avant d'être islamistes, ou je ne sais pas quel mot on peut employer, et que c'est des dynamiques qui sont très intéressantes à regarder une par une pour comprendre aujourd'hui ce qui
ce qui est en cours dans le Moyen-Orient et au Maghreb. Juste pour prendre un exemple de l'actualité, le courant Al-Islah, dont on nous parlait des frères musulmans au Yémen, avait plutôt bien réussi dans cette espèce d'entre-deux, en prenant des ministères, mais en ne prenant pas le pouvoir tout seul, à se faire accepter, aussi bien d'une partie des chiites au Yémen que des sunnites, de la communauté internationale aussi, puisqu'ils apparaissent comme une sorte de parti avec lequel on pouvait discuter, qui n'avait pas de principe a priori trop ferme, mais disons qu'il était un peu comme ça un interlocuteur qui paraissait acceptable. Aujourd'hui, il est en grande difficulté puisqu'il fait à la fois face à Aqaba, Al-Qaïda dans la péninsule arabique d'un côté, et de l'autre côté la rébellion sunnite, la rébellion chiite des Houthis, qui sont tous les deux des antagonistes assez forts de ce pouvoir un petit peu, de ce parti un petit peu modéré, qui s'appelle Al-Islah, et qui a bien du mal aujourd'hui à tirer son épingle du jeu, alors même qu'il a essayé justement une voie un petit peu plus conciliatrice, qui lui a permis, dans le processus post-révolutionnaire, à la fois d'avoir une influence sur le processus politique, puisque là-bas il y a un dialogue national au Yémen, donc une influence sur le processus politique tout en apparaissant comme un parti modéré.